Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce panel organisé par l'Agence de mobilité durable, une ville accessible en 2030, quelles actions mettre en œuvre? Et bienvenue pour ceux qui sont physiquement avec nous à la Maison du développement durable. Peut-être que c'est votre première visite en ces lieux, donc on espère que vous apprécierez. Merci de vous être déplacés en grand nombre, puis merci aussi à ceux qui sont à distance, ceux et celles qui sont à distance avec nous aujourd'hui, parce que le panel est aussi offert en webdiffusion et en traduction simultanée en anglais. Alors, on est nombreux sur toutes les plateformes. Je me présente rapidement. Je m'appelle Gabrielle Lamontagne-Allé. Je suis journaliste spécialisée et je dirais même passionnée par les enjeux environnementaux depuis une dizaine d'années. J'ai participé à différents projets de presse radio et télé dans les dernières années et actuellement, je suis recherchiste et chroniqueuse à l'émission Feu vert, qui est une nouvelle émission qui porte sur l'environnement, qui est diffusée chaque semaine sur les ondes de Radio-Canada, ici Première, les dimanches, pour ceux que ça intéresse. Alors, je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui, puis très heureuse que l'Agence de mobilité durable m'ait confié l'animation de ce panel. Parce que vous le savez, je pense que l'accessibilité, c'est un peu un angle mort de la mobilité et de la mobilité durable, évidemment. Puis c'est rarement par mauvaise intention. C'est plutôt, je pense, que si on n'est pas nous-mêmes exposés dans notre quotidien à certaines contraintes qui limitent notre accessibilité ou des gens de notre entourage proche, par exemple, c'est une sensibilité qu'on n'aura peut-être pas toujours naturellement. C'est un peu un privilège invisible que de ne pas avoir de contraintes de mobilité. Et moi-même, j'avais souvent entendu des jeunes mamans me dire à quel point elles étaient devenues sensibles à la cause des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles avaient eu à se déplacer pour la première fois avec une poussette en ville. Et moi-même, ayant eu mon premier enfant en 2021, j'ai vraiment compris ce qu'elle voulait dire. Je n'ai jamais autant remarqué et recherché les rampes d'accès, les ascenseurs, les ouvre-portes automatiques. Quand j'en voyais, c'était comme l'oasis au milieu du désert. On vient qu'on organise nos itinéraires même en fonction de ces choses-là. Et même que je vous dirais, quand j'ai dû ouvrir pour la première fois la carte du métro de Montréal pour essayer de comprendre quelle était la station la plus proche qui avait des ascenseurs, j'ai vite réalisé que, en fait, j'avais l'impression que je venais de perdre une partie de ma liberté parce que la première station dotée d'un ascenseur était vraiment à peut-être 5 stations beaucoup plus loin. Et pourtant, on parle d'une contrainte qui est circonstancielle, qui est temporaire dans mon cas, ce qui n'est vraiment pas le cas de tous. Donc, ce sont des enjeux qui sont vraiment importants et variés. Une ville accessible à tous en 2030, c'est la vision qu'a l'Agence de mobilité durable pour le futur de Montréal. C'est d'ailleurs une vision qui est portée dans son plan stratégique organisationnel. Et aujourd'hui, on veut un peu identifier les leviers, les freins pour faire de Montréal une ville qui est réellement plus accessible, plus inclusive à tous. Et on va faire évidemment aussi un point sur les efforts qui sont en cours, ceux qui restent à faire aussi pour traduire cette vision-là dans l'espace public, dont la bordure de rue et le stationnement qui sont vraiment des enjeux liés. En terminant, si vous vous faites aller les pouces sur les réseaux sociaux pendant l'événement, on vous invite à utiliser le hashtag RDV Agence Mobilité MTL, donc RDV pour rendez-vous Agence Mobilité MTL. Par contre, pour éviter de déranger à la fois nos précieux panélistes, mais aussi les gens qui sont dans la salle, je vous demanderai d'éteindre toutes les sonneries sur vos téléphones cellulaires si ce n'est pas déjà fait. Alors, allons-y. Sans plus tarder, je vais vous présenter nos 4 panélistes qui sont parmi nous aujourd'hui pour participer aux échanges, pour discuter. Alors, en partant de ma gauche, Sandrine Cabanat-Degagné, qui est directrice générale de Piétons Québec. Merci d'être avec nous. Merci. Pierre-Étienne Gendron-Landry, qui est directeur de Société Logique. Bonjour, merci. Merci, bonjour. On rejoint aussi à distance Amélie Myriam Plante, qui est, je crois, dans les environs du Bas-Saint-Laurent de Rimouski aujourd'hui, qui est une professionnelle de l'aménagement du territoire pour Anthropole. Bonjour Amélie. Myriam. Bonjour. Bonjour. Et finalement, Juan Torres, qui est urbaniste, professeur titulaire à l'École d'urbanisme et d'architecture du paysage et vice-recteur adjoint aux études de premier cycle et à la formation continue à l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Merci d'être là. Alors, je vous lancerai sur une première question, peut-être un peu plus large pour qu'on parte d'une définition commune.
Qu'est-ce qu'on entend par une ville accessible à tous? Je ne sais pas si quelqu'un veut briser la glace, veut se lancer. Qu'est-ce que ça évoque chez vous quand on parle d'une ville accessible? Ça peut évoquer bien des choses, peut être l'accessibilité économique, territoriale. Nous, dans notre cas, Société Logique, ce qu'on travaille beaucoup, c'est l'accessibilité universelle. Oui. Donc, cette idée-là que tout le monde, peu importe ses capacités physiques, cognitives, perceptuelles, a la capacité d'utiliser les mêmes espaces au même titre que tout le monde de façon autonome, en fait. Donc, ça, c'est notre version de l'accessibilité. Mais très vite, on peut pousser plus loin puis se dire que, est-ce que c'est accessible au niveau économique? Est-ce que peu importe mes revenus, je peux avoir le même accès au territoire que d'autres personnes? Et sur le territoire, en fait, est-ce que j'ai les mêmes infrastructures? J'ai même une capacité de me déplacer partout sur le territoire aussi? Une question qu'on peut se poser. Puis là, on pourrait y aller longtemps comme ça pour voir au niveau culturel. On est dans une société qui change beaucoup en termes de composition ethnoculturelle. Donc, au niveau de où est-ce que je viens, où est-ce que j'arrive, comment est-ce que ma culture de mobilité peut être différente aussi. C'est d'autres aspects qu'on pourrait étudier. On pourrait étudier aussi les questions de genre aussi. Ouais. Ça peut toucher également aussi les questions de genre. Si on est un homme, une femme, si on est une mère, souvent avec jeunes enfants, c'est souvent les femmes encore qui gèrent en fait les questions familiales. Donc, ça a tout un impact, en fait. Donc, l'accessibilité, on peut vraiment le voir sur un paquet d'angles différents, en fait. Est-ce que ça résonne chez vous? Oui, tout à fait. Peut-être que ce que je rajouterais, c'est aussi, peu importe son mode de déplacement, parce que il y a toutes les questions que tu as abordées, Pierre-Étienne, mais aussi pour certaines personnes qui n'ont pas le choix ou qui choisissent de se déplacer, par exemple, à pied, il peut y avoir des enjeux d'accessibilité dans certains secteurs. Donc, je pense qu'il y a aussi le mode de déplacement. Une ville accessible permet à tout le monde, peu importe son mode de déplacement, d'y accéder. Puis aussi, l'âge des personnes aussi, donc qu'on soit enfant, qu'on puisse se déplacer vers le parc, vers chez nos amis. Puis aussi, la question de la sécurité et le confort. Donc, c'est non seulement que ce soit accessible, mais aussi qu'on puisse le faire en toute sécurité et qu'on s'y sente aussi en sécurité. Oui, sans que le pouls accélère, comme ça peut être le cas parfois dans des aménagements qui ne sont pas sécuritaires, justement. Juan? Je souscris à ce qui vient d'être dit. J'ajouterais, par contre, un petit défi supplémentaire. Ouais. Parce que, une ville, c'est une concentration des ressources. Parler d'une ville accessible à tous et à toutes, c'est une concentration des ressources dont on peut tous et toutes bénéficier et jouir. Mais dans une ville accessible à tous, les tous, c'est probablement une partie aussi difficile à définir et à saisir que les caractéristiques spatiales qui permettent justement cette jouissance par tous et toutes. C'est-à-dire que sont qui tous et toutes. Ouais. On peut peut-être se faire une idée aujourd'hui en 2023, mais elle va être différente en 2030. Oui. On peut se projeter nous-mêmes dans 7 ans, à quel point on va être différent, à quel point les personnes qui sont aujourd'hui enfants vont être adolescentes, à quel point c'est tous et toutes. En fait, c'est une constante transformation des capacités, d'intérêt, d'envie. Donc, c'est quoi une ville accessible à tous? Bien que ces éléments sont très clairs, puis comme je disais d'entrée de jeu, j'ai souscrit. Il faut peut-être aussi accepter que c'est un processus de constante compréhension, définition et transformation. Donc, une ville accessible à tous, c'est une ville sensible à toutes ces différences qui se manifestent et capable de les compenser de la manière la plus rapide possible. Oui. Amélie, Myriam, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais bien. Effectivement, pareil comme M. Torres le disait, je souscris à ce qui a été dit précédemment. Effectivement, pour moi, une ville accessible à tous, en fait, c'est une ville où les gens peuvent participer. Donc, participer socialement, mais socialement, disant en fait que juste aller faire son épicerie, c'est une participation, tout simplement. Et on peut y aller de manière autonome, mais en étant accompagné, donc par un bras, par exemple, ou un employé d'un commerce qui n'a pas, par exemple, l'accessibilité universelle, mais qui va sortir dehors pour aider la personne, ou en fait, donc, qui va rendre le commerce accessible. Puis, je la vois aussi comme un continuum, hein, on en parlait, donc une chaîne de déplacement. Et donc, à chaque maillon, il pourrait avoir des ruptures, on pourrait dire ça comme ça.
Puis, j'ajouterais aussi, en fait, que quand on n'a pas l'information ou savoir, par exemple, qu'il y a tel service à tel endroit, bien, c'est pas accessible non plus. S'il n'y a pas de signalisation pour savoir comment se rendre à un endroit, ça brise aussi la chaîne d'accessibilité. Et pareil par rapport à l'équité et la distribution de services là, dans la ville, par exemple, parce qu'il faut avoir de la sécurité, il faut que ça soit attractif, mais aussi il faut s'assurer, dans le fond, on peut pas... La diversité d'options, on aimerait ça l'avoir partout, mais c'est difficilement possible. Donc, faut essayer de faire en sorte que ça soit le cas. Roanne, c'est intéressant parce que vous faisiez allusion au fait que c'est en constante évolution, qu'on doit toujours garder en tête que ça va changer. J'aimerais vous demander justement comment la notion d'accessibilité a-t-elle évolué dans le temps? Parce que j'imagine que ce n'est pas la même qu'il y a 30 ans ou même 50 ans. Non, effectivement. Puis en fait, on peut la concevoir comme une valeur. C'est-à-dire, c'est une chose à laquelle on accorde l'importance dans notre société aujourd'hui. Mais cette importance, elle a évolué au fil des années, effectivement. Donc, au courant du XXe siècle, par exemple, c'était au retour des grandes guerres mondiales que, en fait, la nécessité de réintégrer des vétérans qui arrivaient avec des déficiences, des amputations, a donné lieu à ces premiers efforts. Donc, cet effort de compensation de ces différences interindividuelles par toutes sortes de mesures à la fois sur les individus, mais aussi sur les espaces. Mais, de manière plus marquée, je crois, dans certains endroits, comme les États-Unis notamment. Là, Aux États-Unis, en Amérique du Nord ou en Europe. Mais la notion a évolué. On constate aussi avec notre transformation démographique, la pyramide d'âge que nous avons aujourd'hui, on a beaucoup de talents, beaucoup de ressources dans les personnes les plus âgées, mais qui nécessitent encore une fois des compensations. Et donc, ces compensations se traduisent aujourd'hui par une déclinaison de la notion d'accessibilité qui va rimer davantage donc, avec des outils pour, par exemple, soutenir dans la prise de décision les personnes, en plus des outils de compensation plus physiques. Donc, au fur et à mesure que notre société évolue et que l'on reconnaît la place et la légitimité dans la jouissance des ressources urbaines pour tous et toutes, mais la déclinaison de cette idée d'accessibilité change. Donc, on la voit passer des mesures peut-être davantage anthropométriques, la pente des rampes, la largeur des portes, etc., a aussi des notions davantage symboliques, donc jusqu'à quel point, comme adolescent, et là je vais parler peut-être de la population sur laquelle je travaille davantage, à quel point les adolescents sentent vraiment qu'ils ont accès à un espace indépendamment des caractéristiques physiques, mais simplement par le regard que la société va porter sur eux et elles lorsqu'ils vont être dans un endroit en particulier. Donc, cette évolution, peut-être elle peut se résumer comme ça, de manière très, très schématique, à des sophistications qui nous disent beaucoup sur la manière dont nous considérons nous-mêmes comme une diversité et comme une légitimité partagée d'utilisation de nos ressources dans la ville. Et Pierre-Étienne, vous, on le disait d'entrée de jeu, vous êtes vraiment davantage sur l'accessibilité universelle. J'ai essayé de faire 2 mots en un. Est-ce que justement, ça a évolué aussi, cette notion-là, dans le temps? Oui, cette notion-là a évolué, c'est de plus en plus rapide. D'ailleurs, tantôt, j'en parlais avec Sandrine, comment on a vraiment un changement de perspective et de façon de faire, façon de voir la mobilité, la façon de se déplacer dans une ville. Je caricature un peu en disant qu'à une certaine époque, je pense qu'on se posait la question de comment se déplacer le plus vite possible sur une plus grande distance possible. Tandis que maintenant, on se pose de plus en plus la question comment on a différentes options de mobilité, comment on peut se déplacer, comment tout le monde, en fait, peut avoir accès à différents espaces sur un territoire. Peut-être de façon moins rapide, mais certainement de façon plus fiable aussi. C'est-à-dire que il y a différentes options qui sont disponibles, différentes possibilités de se déplacer ou de se bouger dans une ville. Nous, c'est beaucoup ça qu'on regarde aussi. Puis de plus en plus, dans une intervention au niveau physique, dans un bâtiment, on va poser la question comme, oui, vous avez une option accessible pour aller à l'intérieur du bâtiment, mais est-ce qu'il y a différentes options au cas où cette première option n'est pas possible?
Puis, est-ce qu'on regarde vraiment l'ensemble des capacités d'une personne, l'ensemble des populations qui peuvent venir visiter votre parc, votre bâtiment, qui peuvent vouloir prendre transport collectif et ainsi de suite? Est-ce qu'on a vraiment considéré comme l'ensemble des gens qui pouvaient y aller? Souvent, c'est vraiment de remettre, c'est une tendance que je vois de plus en plus, de mettre vraiment au cœur la préoccupation la personne qui va utiliser l'espace, qui va avoir ou qui veut vouloir réaliser, en fait. Réaliser des activités quotidiennes, en fait, là, ou ces activités courantes, finalement. Oui, oui. Bon, évidemment, il y a encore malheureusement beaucoup d'aberrations en 2023 sur ces questions-là. L'exemple du métro en est une, par exemple. C'est quoi les freins actuellement? Puis, bon, les leviers vont avec aussi pour une ville plus accessible à tous, selon vous? Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer. Amélie, Myriam? Je peux toujours, oui, effectivement. J'ai envie de dire, le travail en silo, en fait, non transversal, le fait qu'on a différentes équipes qui travaillent, par exemple, si on pense dans une ville, là, moi, Juan disait tout à l'heure, sa population chouchou, c'est des adolescents. Moi, je travaille beaucoup avec les personnes aînées. Et donc, par exemple, quand on fait une politique municipalité Amis des aînés, souvent, c'est remis dans les petites villes au département des loisirs, des plus grandes villes, c'est le développement social. Et donc, trop souvent, c'est seulement le département des loisirs qui fait la politique MADA. Et donc, alors que dans la politique MADA, dans les champs d'intervention MADA, il y en a 3 qui touchent à l'aménagement du territoire. Et donc, si on fait d'une part une politique d'accessibilité universelle, si on fait une politique MADA, si on fait un plan d'urbanisme et qu'on ne se parle pas tout le monde, c'est sûr qu'on va échapper quelque chose au bout du compte, je dirais ça. Et j'ajouterais peut-être aussi qu'il y a beaucoup de politiques publiques qui pensent aux bâtiments, justement, publics. On parlait du métro tout à l'heure, ça m'interpellait beaucoup. Il y a de plus en plus de stations de métro qui sont accessibles, mais effectivement, ce n'est pas encore le cas. Et quand on pense au domaine privé, là, on a une grosse pente encore plus à remonter par rapport à ça. Donc, c'est ce que je dirais rapidement. Donc, le travail en silo, beaucoup le manque de connexion entre les équipes. Est-ce qu'il y a d'autres freins, d'autres leviers que vous identifiez? Bien, moi, ce que je pourrais dire pour ce qui est des piétons, là, un des freins importants, c'est encore la culture automobile qui influence énormément les aménagements qui sont encore mis en place dans nos milieux de vie. Cette culture automobile-là se reflète sur le cadre réglementaire, sur le cadre normatif, qui va ensuite avoir un impact sur comment nos milieux de vie sont construits. C'est en train de changer. Il y a de plus en plus de beaux exemples de réaménagement qui prennent en compte tous les usagers de la route puis qui font une belle place aux piétons, notamment. Mais ça reste encore un enjeu dans beaucoup de milieux de vie. Particulièrement dès qu'on sort des quartiers centraux où il y a une forte présence de piétons, bien, là, on se retrouve dans des environnements où il y a des fois pas de trottoir, où la circulation automobile la vitesse est élevée. Puis, il y a aussi toute la question aussi de l'accès à des services de proximité. Si on doit se déplacer 10 km pour aller faire une épicerie ou pour aller dans un café ou peu importe, bien, c'est sûr que ça a un impact aussi sur l'accessibilité de la ville pour les gens, parce que si, à ce moment-là, ils n'ont pas accès à un automobile, bien, ça devient très difficile d'avoir accès à ces services-là. Donc, ouais, je pense que c'est pas mal les gros freins là, pour ce qui est des piétons. Oui. Juan? Une difficulté additionnelle, c'est que, en fait, le processus dont on parle depuis le début n'est pas incrémental. Ce n'est pas seulement une addition des dispositifs qui vont rendre de plus en plus aptes à toutes et à tous la ville. En fait, c'est davantage un défi d'arbitrage. Ah ouais. On parle beaucoup donc d'avoir la possibilité d'utiliser une ressource, mais veut pas, dans cet arbitrage, on doit aussi limiter la possibilité d'utilisation de l'espace pour certaines utilisations, pour certains utilisateurs à certaines conditions. Donc, c'est ça aussi qui rend très difficile la chose, qu'il s'agit toujours d'identifier qui gagne et qui perd. Puis, c'est une décision collective, politique,
pas toujours facile. Chacun tire son bord de la Exactement. couverture. Mais en fait, rendre souvent plus accessible une ressource veut dire prioriser certaines utilisations. Et c'est normal aussi. Et pour cette raison-là aussi, c'est difficile d'avancer parce qu'on ne peut pas juste ajouter du bon. Parfois, il faut aussi retirer des droits que nous considérons comme étant complètement acquis, des privilèges que nous considérons dus, alors que finalement, on peut aussi se dire que l'espace urbain, comme bien collectif, une personne avec une voiture ou une personne avec certaines capacités devrait avoir autant de possibilités de l'utiliser qu'une autre, peut-être en fonction du moment, en fonction du contexte. Puis ça aussi, c'est une autre difficulté pour la plugger également, c'est que ce n'est pas une question uniquement spatiale, mais c'est aussi une question temporelle. Donc, quand, dans quelles conditions, quel jour, à quelle heure, ou dans quelle période de la vie de la ville ou de la vie des personnes. Donc, bref, c'est vraiment pas facile. C'est pas facile de répondre à la question de qu'est-ce que l'accessibilité, qu'est-ce qu'une ville accessible, quel sera le Montréal accessible dans 30 ans. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une nécessité que de se poser ces questions-ci pour en fait, être conscient de nos angles morts et accepter qu'on va toujours en avoir. Et que la meilleure manière de les éviter, c'est de tourner constamment la tête. Là. Et donc, voilà. Pierre-Étienne, tantôt, vous aviez levé la main. C'est ça, je pense qu'un des freins, puis ça se rattache avec ce que Juan disait, c'est un peu cette tendance-là à considérer, à créer des catégories de personnes, j'ai l'impression, d'usagers, puis à mettre en opposition, en fait, des besoins qui, quand on se met à y penser bien, ne sont pas nécessairement en opposition. Moi, dans le domaine dans lequel je travaille, accessibilité universelle, c'est souvent ça qu'on va faire, en fait. Je donne un exemple très concret. On met souvent en opposition piétons et cyclistes, en fait. Puis, souvent, on va se battre pour une installation cyclable ou des trottoirs ou des traverses piétonnes qui sont mieux, puis on va dire, comme on veut un peu caricaturer l'autre comme étant problématique ou comme étant un empêcheur de tourner en rond, de réaliser des choses. J'ai beaucoup entendu en accessibilité universelle aussi, là. Faire un espace accessible pour une minorité, pour quelques personnes. Pourquoi le faire, dans le fond? Quand, dans le fond, la personne ne se pose pas la question, mais toi, est-ce que tu vas toujours avoir les mêmes capacités physiques tout le long de ta vie? Toi, est-ce que ça évolue. C'est ça. Toi, est-ce que tu es toujours à vélo? Est-ce que tu es toujours à pied ou toujours dans ta voiture? Il y a aussi ces questions-là de vraiment se dire que dans une vie, dans un moment, dans une année, ça peut évoluer. Puis que ça ne va pas nécessairement en opposition. Nous, on fait beaucoup de travail avec les cyclistes au cours des dernières années pour essayer de trouver des solutions conjointes d'aménagement au niveau de la rue. Puis ce qu'on s'est rendu compte, finalement, c'est que souvent, les besoins sont très, très complémentaires, sinon similaires. Puis quand on se met ensemble, puis surtout quand on est capable d'aller chercher de l'espace, on est capable d'améliorer de façon substantielle l'environnement bâti, autant pour les piétons, notamment ceux à mobilité réduite, que les cyclistes qui peuvent aussi être à mobilité réduite, d'ailleurs. Là, du cyclisme adapté, ça existe. Donc, c'est ça. C'est vraiment de trouver des zones communes, en fait, plutôt que d'être dans une opposition, en fait, entre différents besoins, puis penser qu'on fait juste répondre à une catégorie, une accumulation de besoins, en fait. Voilà. Amélie, Myriam, vous souhaitez rebondir? Bien, juste rapidement, en fait, ça retouche à ce que vous dit, Gabrielle, d'entrée de jeu, en disant, tu sais, de la poussette à la marchette, là, qu'on dit souvent. Donc, ce qu'on a besoin quand on est un parent, souvent, ça va retoucher les besoins des personnes qui sont plus âgées. Comme, mettons, on parle d'accessibilité, on va parler, par exemple, d'un lieu de repos, mais aussi, mettons, de l'accès aux toilettes publiques. Donc, une personne âgée va avoir besoin, par exemple, d'aller aux toilettes plus souvent, mais un enfant de 4 ans, quand il a besoin d'aller aux toilettes, c'est maintenant. Hein? Donc, voilà, c'est mon petit ajout pour... Très concret, merci. Voilà, faut le dire. Puis bon, vous le savez, l'Agence de mobilité durable travaille sur plusieurs enjeux qui concernent la gestion du stationnement, des bordures de rue aussi. Quel est le rôle, selon vous, de la gestion des bordures de rue, du stationnement pour rendre la ville plus accessible? Est-ce que ce sont des mesures qui peuvent nuire d'une part, aider d'autre part l'accessibilité? Oui, Sandrine? Bien, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec la bordure de rue. Puis on a vu des beaux exemples dans les dernières années. Par exemple, l'apparition de placotoirs un peu partout dans la ville. C'est le genre d'exemple qui peut animer l'espace urbain. Puis tantôt, je parlais
de sécurité réelle, mais aussi de sentiment de sécurité, bien, qu'il y ait une animation de l'espace urbain, c'est une façon de créer un sentiment de sécurité parce qu'il y a des gens qui sont là quand on passe, donc on sent qu'il y a des yeux sur la rue, etc. Donc, s'ils sont bien conçus, ces espaces-là peuvent vraiment bonifier l'accessibilité des gens à la ville. Ça peut aussi permettre justement de donner des lieux de repos, comme disait Amélie Myriam, pour les familles, les aînés, etc. Il y a aussi, au niveau sécurité comme tel, le dégagement des intersections aux 5 mètres. C'est souvent dans la bordure de rue que ça se joue. C'est un enjeu de sécurité vraiment important pour les piétons, que cet espace-là soit dégagé pour permettre une bonne visibilité de la part des conducteurs qui voient bien les piétons qui sont en train de traverser. Bien, en retirant un espace dans la bordure de rue pour aménager une saillie de trottoir, pour aménager, y mettre un stationnement pour vélo, par exemple, ou ce genre de mesures-là, bien, on perd une place de stationnement, oui, mais on gagne beaucoup en accessibilité pour les gens qui circulent. Donc, oui, ce serait 2 exemples intéressants. Qui sont favorables. Est-ce que quelqu'un veut ajouter? Bien, c'est ça, la bordure de... Bien, l'ensemble de l'emprise de rue est très important et c'est un espace excessivement précieux, en fait. Oui. En ce qui concerne la bordure de rue, bien, il faut se poser la question, comme est-ce que ça doit servir à souvent un véhicule, un objet très lourd, très massif, qui, souvent, au-dessus de 90 de sa vie utile ne bougera pas, en fait. En fait, une voiture est plus souvent qu'autrement stationnée. À moins qu'on fasse de l'autopartage, à moins qu'on soit plus dans des mesures de mobilité durable. Donc, oui, cet espace-là, pour rajouter de l'accessibilité à la ville, là, je parle d'accessibilité universelle, on peut faire des arrêts d'autobus qui sont beaucoup plus facilement accessibles. Donc, on peut rendre le réseau de transport régulier plus accessible. On a plus de possibilités de faire des débarcadères, des espaces pour où les taxis peuvent laisser des personnes aussi, et ainsi de suite. Donc, tu sais, on peut travailler cette bordure-là. Je pense que c'est se donner beaucoup de marge de manœuvre, en fait, pour accommoder différents besoins de différents types de mobilité. Donc, on rendrait notre système routier beaucoup plus polyvalent et résilient de cette façon-là. Parce que souvent, ce qui arrive, dans le fond, c'est que pour les modes de mobilité durable sont souvent se battent souvent un petit peu pour un petit 20, 30, 40 cm de chaussée. Quand, dans le fond, ben, si on va... Mais on ne remet pas nécessairement le privilège automobile en question dans ce processus-là. Donc, revoir la bordure, c'est peut-être une façon de se donner beaucoup plus de marge de manœuvre pour faire, justement, une rue qui permet d'accommoder beaucoup plus de modes de transport différents. Ouais. Puis, bon, on parlait justement de tirage de bord, de couverture et tout ça, puis d'arbitrage. Quand on ajoute, par exemple, des voies réservées, des pistes cyclables, personne n'est contre la vertu, mais est-ce qu'il y a des angles morts, justement, qu'on doit vérifier pour éviter de nuire à l'accessibilité? Est-ce que c'est une préoccupation qu'on doit avoir, malgré le fait qu'on met en place des mesures pour le transport actif et collectif, là? Je ne peux pas dire le contraire. En fait, on parle d'usagers, mais en fait, la question que vous posez nous amène aussi à prendre en considération les usages eux-mêmes. Donc, il ne s'agit pas seulement de partager ou de cohabiter sur cette emprise des rues selon nos modes de déplacement, mais aussi selon nos activités. Et c'est ça qui peut nous amener à comprendre, à nous rappeler qu'une rue, c'est plus qu'une rue. Une rue, c'est avant tout un espace public, une ressource collective. Puis oui, elle est indispensable pour se déplacer, pour aller d'un point A à un point B. Mais quand on va d'un point A à un point B, on est quand même éveillé la plupart du temps. Et on est, en fait, on existe, on est en train de percevoir un milieu, de subir parfois des milieux quand leur aménagement nous amène à nous sentir non seulement en danger, mais en plus stigmatisés. Donc, ces espaces, c'est des espaces qui peuvent servir à tellement de choses. Les placotoires étaient évoqués tout à l'heure, donc des rencontres, des spectacles, ou simplement le flânage, la contemplation. Donc, c'est des espaces qui sont extrêmement polyvalents. Et dans cette polyvalence, par contre, est perdue de vue lorsqu'on accorde une importance peut-être exagérée, ou en tout cas lorsqu'on perd de vue ces autres utilisations pour uniquement se concentrer sur l'usage mobilité, l'usage déplacement, puis en plus où on est préoccupé uniquement de la dimension sécuritaire de ces partages de la rue pour des fonctions de déplacement. Donc,
il y a quelque chose derrière le placotoire, à la base de ce qu'on appelle l'urbanisme tactique, qui est la capacité des personnes à hacker leur ville, la capacité des personnes à agir, à façonner leur environnement par elles-mêmes selon leurs projets. Donc, depuis le début, on mentionne aussi l'idée de l'autonomie, de la capacité des personnes à s'approprier cette ville-là. Mais une ville accessible à tous, pour revenir aussi à la première question, c'est une ville dans laquelle on est en mesure de l'adapter, de la transformer, bien que ces transformations-là engendrent toutes sortes de nouveaux problèmes, de nouveaux conflits d'usage qui, malheureusement, n'étaient pas présents ou visibles avant de faire l'expérience de l'intervention en urbanisme tactique. Mais c'est bien d'avoir fait cette expérience, ça nous permet de gagner en connaissance. Donc, c'est peut-être une des vertus les plus belles de ces gestes plutôt faites-le vous-même, do-it-yourself urbanisme, que de rendre tangible par des prototypes faits maison, des transformations potentielles de la ville pour voir ce qui advient. Probablement, dans certains cas, ce qui advient sera pire. Mais peut-être dans d'autres, ça sera beaucoup mieux. Donc, c'est de donner aussi à la communauté la possibilité de façonner ces espaces-là qui va nous permettre de sortir peut-être uniquement d'un faux dilemme qui serait simplement à choisir comment on se déplace dans la rue. Mais on peut choisir plein d'autres choses aussi sur ce qui se passe dans la rue. Sandrine? Pour compléter sur votre question, je pense que c'est beaucoup une question de design souvent. Donc, parfois, la première fois qu'on fait un test ou que justement, le citoyen s'approprie l'espace, puis il y a quelque chose qui se passe, une transformation, peut-être que le design n'est pas parfait, puis qu'il y a des conflits qui arrivent. Mais après, le design est perfectible, puis on peut retravailler sur le projet pour arriver à mieux concilier les usages, puis à atténuer ces conflits-là, puis à mieux répondre aux besoins de tous les usages qui sont présents ou les usagers qui sont présents. Donc, je pense que, puis ça, on le voit à travers la ville, plein de projets où, d'abord, il y a des frictions, il y a des conflits, puis finalement, on retravaille dans le prochain projet, c'est mieux fait, puis ça se passe mieux. Là. Puis parlant de projets perfectibles, justement, est-ce que vous pouvez me mentionner des exemples concrets de projets que vous diriez qui sont exemplaires ou qui sont intéressants en termes d'accessibilité puis de conciliation avec les enjeux de sécurité aussi, peut-être à l'échelle du Québec, dont on peut s'inspirer? Peut-être commencer, en fait, sur tout ce qui est aménagement transitoire, tactique dont on parlait. Je pourrais nommer un paquet de projets, notamment à Montréal, il y en a eu beaucoup. Ce qui est bien là-dedans, c'est de pouvoir le répéter plusieurs années en vue d'arriver, en fait, à un aménagement permanent qui est vraiment, qui répond vraiment bien aux attentes, qui a eu un bon travail de médiation en différentes attentes par rapport à cet espace-là. Moi, je trouve ça super pertinent. Là. Donc, tout ce qui est piétonisation, pourvu, bien sûr, qu'on intègre les enjeux d'accessibilité là-dedans, qui ne sont vraiment pas tous réglés. Tout ce qui était le travail qui était fait pour les rues piétonnes et partagé. Le développement de ça, souvent par l'expérimentation. Nous, Société Logique, on a accompagné ces projets-là pour s'assurer qu'on intégrait bien l'accessibilité universelle dans ces projets-là. Avec donc, des débarcadères, ce genre de choses? Débarcadères, notamment, avec des bonnes traverses piétonnes, avec une bonne possibilité pour les personnes qui ont une déficience visuelle, en fait, de pouvoir s'orienter dans ces espaces-là. Donc, c'est des choses qu'on a développées. Oui, la Ville a appris, les arrondissements ont appris, mais nous aussi, en fait, en aménagement, puis même des spécialistes en orientation, mobilité, réadaptation, ont appris de ce travail-là d'échange. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai en tête. Sinon, par la STM, tantôt, on disait comment c'est pas accessible. Il faut se souvenir comment la STM ne l'était pas du tout. Il y a comme une décennie, 15 ans, avant qu'on commence à faire les travaux majeurs dans le réseau du métro, puis avant qu'on mette le réseau terrestre accessible, en fait. On part quand même de loin. Tu sais, la STM a déjà été, notamment notre réseau de métro, comme un des moins accessibles au monde. Puis il y a quand même un travail quand même qui est fait pour l'amélioration. Puis on essaie vraiment de travailler l'ensemble de la chaîne de déplacement aussi. Maintenant, il faut juste s'assurer de la cohérence entre les interventions que la STM fait de son côté puis qu'est-ce que la Ville fait de l'autre. Est-ce qu'on rajoute de l'accessibilité pour en enlever en réaménageant de façon temporaire une rue, par exemple, en piétonnisant, des choses comme ça? Donc, je pense qu'on est rendu là maintenant à se poser la question de... Des chantiers, oui. Puis aussi, comment nos différentes actions, en fait, sont cohérentes l'une par rapport à l'autre. Mais c'est tout le défi là, dont on parlait tout à l'heure. Amélie, Myriam, avez-vous un projet chouchou en termes d'accessibilité?
Bien, en fait, c'est sûr que votre question portait sur la sécurité spécifiquement, mais j'aime un peu ce que Juan disait par rapport à ne faut pas perdre de vue non plus l'attractivité. Donc, dans ma liste de projets que j'avais identifié, si on parle de sécurité, confort, j'ai un projet qu'on a appelé Corridor Autonomie là, dans le sud-ouest de Montréal, qui est comme des corridors structurants on pourrait dire que c'est un genre on pourrait dire piste cyclable, mais pour personnes aînées, on pourrait dire. Mais en fait, c'est corridor autonomie, donc c'est pour tout le monde. Ou que, dans le fond, des acteurs se sont rassemblés pour pouvoir identifier quels étaient les lieux d'origine et de destination de personnes aînées dans un secteur. Et là, ils ont mis des facilitants. Ils se sont assurés que les traverses piétonnes étaient suffisamment longues, mais ils ont ajouté aussi des bancs. Et donc, c'est un projet qui est inspirant à l'échelle de la province. Mais j'ai envie de dire qu'il ne faut pas oublier effectivement tout ce qui est accompagnement. Donc, autant accompagnement, par exemple, penser aux commerces qui peuvent être sensibilisés à faire en sorte, par exemple, de déblayer devant leur commerce et pour que ça ne soit pas glacé. Et donc, il y a à Sherbrooke, par exemple, le commerce ami des aînés et le secrétariat aux aînés récemment ont sorti un guide de bonne pratique pour aider toutes les municipalités du Québec à faire de même. Mais j'en ai plein d'autres, là, qui sont plus sur l'accompagnement, par exemple, aux loisirs, là, à Victoriaville. Voilà, donc, qui, en fait, pour pallier un peu au fait que en région, il y a des accompagnements de transport pour motifs médicaux, par exemple. Et souvent, le côté loisir est laissé de côté. Et donc, à Victoriaville, ils ont nommé des ambassadeurs qui accompagnent les gens dans le transport en commun parce qu'ils ne sont pas habitués. Et souvent, c'est la première fois qui va faire en sorte que les gens vont prendre l'habitude de prendre le transport en commun. Sandrine, voulez-vous ajouter quelque chose? Bien, peut-être par rapport à quelques projets à Montréal, moi, je pense à la nouvelle rue Sainte-Catherine, là, les bouts qui sont refaits. Par rapport aux piétons, c'est quand même un bel exemple de gain en accessibilité. On avait une rue qui accueillait déjà beaucoup de piétons, mais où les trottoirs étaient quand même étroits pour le débit de circulation. Donc, on est venu gagner en espace, mais aussi le fait d'avoir travaillé la bordure de rue, donc d'avoir enlevé le stationnement sur cette rue-là, ça a permis vraiment de donner accès aux piétons à traverser à mi-bloc de façon sécuritaire parce qu'il y a juste une voie de circulation, on voit très bien s'il y a des autos qui arrivent. Donc, on est venu vraiment apaiser aussi la rue parce que la majorité de la circulation sur cette rue-là était en raison du stationnement. Donc, c'est des gens qui cherchaient des places de stationnement qui circulaient sur la rue. Donc, c'est un bon exemple où on a regardé c'est quoi les usages de la rue, puis on est venu mieux répondre aux usages. Puis je pense que avec de la sensibilisation aussi des commerçants et tout, mais c'est un projet qui est quand même bien réussi, là. Juan? Et 2 autres projets également. Le premier s'appelle Changer les règles du jeu. C'est porté par ma collègue Catherine Froelich de l'École de santé publique de l'Université de Montréal avec le Centre d'écologie urbaine. Puis en fait, ça décline de 2 manières. Il y a des rues scolaires puis des rues ludiques. Dans les 2 cas, il s'agit de fermetures temporaires de la circulation automobile dans ces espaces-là pour permettre une circulation plus sécuritaire, mais aussi pour permettre toutes sortes d'activités qui se passent dans ces espaces-là. Donc, le jeu en particulier pour les rues ludiques dans des quartiers, ou le jeu aussi, avant de rentrer à l'école, en tout cas les dépassements de soi, juste avant d'aller s'asseoir pendant plusieurs heures à l'école. Toujours dans les registres scolaires, il y a aussi l'autre mesure qui n'est pas vraiment une modification en termes de design urbain, en termes de reconfiguration dans la géométrie de la rue, ni une fermeture. Mais il s'agit par contre d'une mesure tout de même qui autonomise les personnes pour avoir accès, apprendre à avoir accès à la rue, qui est les trottibus. Donc, en fait, tout cette type de mesure qui fait la promotion de la marche pour les déplacements quotidiens quand on est enfant, qui sont allés à l'école. Et ça peut être dans le cas des trottibus, donc dans la Société canadienne du cancer et l'instigatrice, mais tous ces parents, même individuellement, qui marchent avec leur enfant à l'école, qui apprennent à marcher avec l'enfant, pour moi, c'est une mesure d'accessibilité, en fait,
décomplexification, je ne sais pas comment dire, là, de démystification de la rue, c'est débarrasser des complexes que l'on a par rapport à l'utilisation que l'on peut faire de la rue, même si on a 6, 8 ans, 12 ans. Donc, voilà, pour élargir vraiment les registres des types d'interventions des types d'actions qu'on peut faire pour rendre la ville plus accessible. Excellent, merci. Puis, bon, si on revient tout à l'heure à cette question d'évolution, puis 2030 ne sera pas la même chose que 2023, quels seraient les enjeux ou les tendances qu'on doit garder en tête quand on veut mettre en place des mesures d'accessibilité dans des projets peut-être existants, mais aussi dans des projets futurs? Donc, comme si on doit se projeter dans le temps, dans des nouveaux aménagements, par exemple, qu'est-ce qu'on doit garder en tête pour anticiper ce qui est à venir? Je vous en pose une bonne, là. Mais quelque chose oui, je peux me lancer, là, c'est à mon tour. Ça peut être notamment au niveau des changements climatiques. C'est ce que j'allais dire, parce que ce sont des actions qui doivent jouer sur plusieurs tableaux à la fois. Oui, le tableau de l'équité, de l'inclusion, mais aussi le tableau de la diversification de notre écosystème, de la rediversification de notre écosystème, d'adaptation au changement climatique. Mais doit jouer aussi... et de plus en plus, on parlait à l'entrée de l'événement, ils doivent composer avec l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est peut-être un défi. De quelle façon l'arrivée, l'accessibilité aussi à l'intelligence artificielle va avoir un effet sur notre manière d'utiliser les espaces publics? On le voyait en quelque sorte déjà là, même si on ne l'appelait pas comme ça l'intelligence artificielle, mais les réseaux sociaux qui nous permettent de nous organiser puis de tout à coup se mettre d'accord pour aller tous à 16 heures à vélo à tel endroit dans la ville, mais ça fait partie des atouts, de la puissance qui nous donnent les réseaux sociaux qui fonctionnent aussi avec des systèmes d'intelligence artificielle, mais ça peut être utilisé aussi à mauvais escient. Donc, de quelle façon on va gérer cette nouvelle réalité qui est en train de se transformer de manière radicale et parfois préoccupante. Donc, quel pourrait être le bon côté, le côté profitable en termes d'équité, d'inclusion dans nos espaces publics? Donc, ça, c'est peut-être un angle quand même qui n'est pas si mort que ça. Ouais. Il est là. Bon, il est bien visible. Pierre-Étienne? Une nouvelle tendance, c'est pas quelque chose de concret, mais je dirais peut-être une approche plus empathique de l'aménagement du territoire, en fait. C'est ce que je vois de plus en plus avec même des professeurs dans les universités me disent ça, tu sais, venez parler des design universel parce que c'est les étudiants qui nous demandent qu'on en parle, venez parler d'accessibilité universelle. Je pense qu'il y a vraiment cette tendance à se dire comme, tu sais, oui, il y a mes besoins, il y a ma réalité, la façon dont je conçois le monde, mais il y a cette prise de conscience-là que l'expérience de la ville peut être complètement différente pour d'autres personnes. Souvent, ce qu'on dit aux gens, nous, on essaie de faire l'espèce de binaire, personnes handicapées, personnes pas handicapées, parce que d'un, c'est très réducteur pour les personnes, c'est les réduire à des limitations fonctionnelles ou à une façon dont le corps fonctionne. Dans le fond, c'est de se dire, comme, toi, maintenant, à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu es capable d'accomplir? C'est quoi les options? C'est quoi les choix que tu as par rapport à la mobilité? Est-ce que ça a toujours été ça? Puis est-ce que ça va être comme ça toute ta vie? Mélie Myriam l'a mentionné tout à l'heure, c'est de la poussette à la marchette qu'il faut penser la conception. Moi, ce que j'aime beaucoup dire aux gens, c'est que vous, si ça va bien dans la vie, vous allez nécessairement finir par avoir des limitations fonctionnelles. Si ça va bien, on s'en va tous vers ça aussi. Donc, cette prise de conscience-là, de se dire c'est pas un binaire, puis vraiment que, du moins d'une génération à l'autre, on voit une prise de conscience de plus en plus forte de la diversité humaine. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est très rassurant, en fait, là, pour les prochaines années, d'ici 2030. Là, vu qu'on essaie de donner une date tantôt. Si on se donne cette date-là. 2030, c'est comme, voilà. Oui, c'est ça. Peut-être, je dirais, il y a peut-être deux tendances. La première, par rapport au changement climatique, je pense que si on ne fait rien au niveau d'adapter nos pratiques, il y a un risque d'isolement de certaines personnes en raison des événements climatiques plus extrêmes. Donc, à la fois au niveau de l'hiver, on a de plus en plus de périodes de gel-dégel qui causent des enjeux de déplacement pour les gens qui
pour toutes les personnes, là, mais c'est plus accentué pour, par exemple, les parents qui se déplacent avec une poussette. On ne sait plus trop s'il faut prendre le traîneau ou la poussette aujourd'hui. Donc, c'est un enjeu. Il faut adapter nos pratiques de déneigement pour l'hiver, mais aussi la conception pour s'assurer que ce soit plus facile d'être entretenu à l'année. Puis je pense qu'on se souhaiterait de penser nos environnements pour l'hiver, d'abord avant tout, puis ensuite des adapter à l'été qui permettraient d'avoir vraiment, de pouvoir profiter à l'année de la ville. Puis l'été aussi, avec les chaleurs extrêmes, toute la question du verdissement qui va être essentielle là, pour assurer que, notamment, certaines personnes âgées, que ce soit plus facile de se déplacer là, en été, mais où toute la population aussi en bénéficie, bien sûr. Puis la deuxième tendance, c'est peut-être l'augmentation de la taille des véhicules. dont il va falloir prendre en compte dans les prochaines années. Ça touche la bordure de rue parce que, bon, ces véhicules-là prennent nécessairement plus d'espace. Donc, il y aura une pression aussi à ce niveau-là. Ça touche aussi tous les espaces de circulation parce que ça crée plus de trafic comme les véhicules sont plus gros. Puis, ça touche la sécurité des usagers plus vulnérables parce que les risques de blessures sont plus élevés. Donc, je pense que c'est une tendance qu'il va falloir intégrer dans nos actions là, dans les prochaines années. Oui, très intéressant, vraiment très, très varié dans vos réponses. Amélie Myriam? Oui, bien évidemment, vous allez me voir venir. Là. Je pense que le vieillissement de la population, ça fait longtemps qu'on en parle et là, on est vraiment dedans. Je viens de terminer un mandat avec la ville de Shawinigan où il y a 49,2 de leur population qui ont plus de 55 ans. Et là, quand on est en région, c'est plus considérable qu'à Montréal parce qu'on sait qu'à Montréal, les gens viennent étudier, des fois repartent. Donc, ça s'en vient aussi à Montréal. Là. Ça va être le vieillissement, c'est partout. Donc, vraiment l'avoir en tête énormément. Effectivement, ça a de l'implication par rapport au changement climatique, comme disait très bien Sandrine. Et j'ajouterais, en fait, moi, je trouve qu'il y a une tendance qui est super intéressante. De plus en plus, on parle de consultation publique. Hein? Et donc, les citoyens sont de plus en plus consultés. Et je pense que c'est une des meilleures manières de voir les angles morts. Parce que les citoyens ils ont un savoir expérientiel, sont les experts de contenu de leur milieu. Et donc, en consultant les citoyens, on touche on a fait comme une approche qu'on appelle ADS+. Donc, on parle à tout le monde est inclus. Et donc, on risque de faire des villes plus inclusives. J'aimerais ça vous poser une dernière question avant qu'on passe aux questions du public, parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent dans la salle à distance qui ont un intérêt là, pour les enjeux qui sont discutés aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des ressources à votre connaissance qui sont utiles donc peut-être à nommer pour améliorer l'accessibilité du domaine public ou privé, que ce soit un guide de bonne pratique, programme de subvention, de l'accompagnement qui serait pertinent de mentionner? Société logique, vous en avez sûrement. Oui, je peux prêcher pour ma paroisse, mais je pense qu'en ce moment, dans le milieu associatif, dans le domaine de l'économie sociale, en fait, vous pouvez toujours aller voir le site de l'ESA, des entreprises d'économie sociale et solidaire en aménagement. Donc, c'est un nouveau pan, en fait. Donc, c'est des gens qui ont en jeu, en fait, pas seulement de faire l'aménagement, mais de faire de l'aménagement avec une valeur ajoutée, de se poser des questions sur l'équité, la justice sociale, l'accès au territoire et ainsi de suite. Donc, c'est beaucoup d'organismes plus établis, comme Vélo Québec, Centre d'écologie urbaine, nous, Société logique, mais aussi des jeunes firmes, en fait, qui ont une perspective différente sur le territoire, puis qui peuvent aider justement à la planification du territoire ou à la planification de projets de mobilité durable ou d'aménagement durable. Donc, ça, c'en est un. Les universités, je pense qu'il y a tout... Merci, César. Ouais. Et qui est rassurant. On est à une époque quand même où il y a beaucoup de ressources. Ouais. On n'a pas besoin d'aller à une bibliothèque de l'autre côté de la ville pour trouver le manuel. Ils sont en PDF disponibles et parfois ils nous sont présentés même dans les réseaux sociaux parce qu'on voit qu'est-ce qu'on clique. Alors, il y a beaucoup de guides, de bonnes pratiques disponibles. Il y a aussi des sources de données. Puis en fait, ça m'amène à parler, par exemple, d'un éléphant qu'on a ici dans notre pièce aujourd'hui, qui est le nombre, la quantité de voitures qui est en augmentation depuis plusieurs années. Et ça, on a tous accès à cette ressource-là, le site de la Société des assurances automobiles du Québec. Il y a un outil, les statistiques, qui vous permet de calculer le nombre de véhicules de promenade par année au Québec.
ou par région. Faites-le, mais faites-le avec attention. Je le faisais avec mes étudiants de la maîtrise en urbanisme, puis on constatait en fait à chaque année l'augmentation nette du nombre de véhicules de promenade seulement, l'augmentation nette, donc la quantité de véhicules nets qui s'ajoutent à notre parc, est équivalent à un fil, si on calcule 5 mètres par voiture, un fil qui irait de Montréal jusqu'à, peut-être il y en a qui se rappellent ici, jusqu'à Baie-Saint-Paul. En moyenne, dans les dernières 12-13 années. Donc, un fil de voitures de Montréal à Baie-Saint-Paul à peu près, qui s'ajoute un gros embouteillage nettement dans nos... Donc, c'est ça, penser à l'accès, c'est beaucoup, c'est ça, comprendre qu'il y a une occupation, une pression quand même qui augmente sur cette ressource qui est l'espace public. Alors, pour finir sur une bonne note, donc, il y a quand même accès à ces données-là qui nous permettent de mesurer l'ampleur du défi, en plus de tous ces guides-là, puis en plus de tous ces organismes qui, effectivement, sont là pour apporter beaucoup d'éclairage, de bonnes pratiques à la Ville de Montréal aussi, les différentes équipes qui existent là. Voilà. Excellent, merci. Peut-être de notre côté, chez Piétons Québec, on a une boîte à outils en ligne avec des guides, des ressources. Donc, ça peut être un bon endroit aussi. Excellent. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la période des questions du public. On a un temps, évidemment, un peu limité. On va essayer d'en prendre le plus possible dans le temps qu'on a. On peut peut-être commencer avec, j'ai des questions en ligne aussi, mais avec une question dans la salle et mon micro va se déplacer. Vous pouvez nommer soit la question à un panéliste, une panéliste ou tout simplement à tout le monde. Monitorer, faire un suivi de l'accessibilité d'un secteur, par exemple, ou d'un territoire qui a été repensé, refait? Ben, je peux toujours parler d'accessibilité universelle, parce que, comme on l'a dit au début d'entrée de jeu, de l'accessibilité, ça peut être bien des choses, là. Mais en termes d'accessibilité universelle, nous, pour la rue, on a développé un outil qui s'appelle Passage. En fait, il permet de faire un audit de la marchabilité du domaine piéton, ou du domaine de la rue, finalement, ou de l'espace public. En ajoutant là, beaucoup de notions qui sont liées, au-delà de la sécurité routière, mais qui sont liées à l'accessibilité universelle, en fait. Donc, c'est accessible pour une personne qui se déplace en fauteuil, poussette, avec une déficience visuelle et ainsi de suite. Donc, tu sais, il y a des outils qui existent. On peut faire une évaluation, en fait, des espaces selon ces indicateurs-là. Maintenant, on pourrait en développer d'autres aussi, là, mais entre nous, on a cet outil-là. C'est ce qui existe pour l'instant. Amélie Myriam, oui. Bien, j'irais dans le même sens. En fait, moi, je suis intéressée à l'audit MAPA, qui est avec les collègues de Juan Torres à l'Université de Montréal, de Paula Negron-Pobleté et Sébastien Laure, qui c'est de la même manière, c'est un audit de marchabilité qui intègre beaucoup d'aspects d'environnement bâti, qui est moins axé sur l'accessibilité universelle, mais effectivement de confort, d'ambiance dans la rue et spécifiquement plus pour les personnes aînées, mais en fait, encore comme on disait tout à l'heure, quand on pense personnes aînées, on pense pour presque toute la population, je le mets entre guillemets, mais qui plus par rapport aussi l'ambiance. Et donc, moi aussi, c'est de ce côté-là, j'irais par rapport aux indicateurs. Excellent. Merci à vous deux. J'ai une question en ligne. Si vous pouviez réaliser une seule chose pour rendre la ville plus accessible, quelle serait-elle? Dur choix. Une priorité. Si j'avais une chose à faire, ça serait au niveau des piétons, peut-être arriver, qu'on comprenne le piéton dans toute sa diversité, là, que quelqu'un utilise un AMM, fauteuil roulant, soit considéré comme un piéton en soi, puis ensuite avoir, je ne sais pas si c'est une norme, c'est un guide de bonne pratique, c'est quelque chose, mais du moins une référence commune au Québec pour faire de l'aménagement piéton, repartir notre conception du système routier à partir de l'unité de base qui serait le piéton, en fait. Ça serait quelque chose à laquelle je pense serait une grande action à faire. Ouais. Est-ce que peut-être prendre une autre réponse? C'est sûr, ça doit faire écho chez vous. Oui, tout à fait. C'est une belle réponse. Puis, tu sais, peut-être ce que je dirais, c'est que on pense à déplacer des personnes plutôt que des véhicules, donc miser sur le transport collectif avant tout, puis la mobilité active pour répondre aux besoins de l'ensemble des personnes sur l'île de Montréal. Et ce qui aurait un effet domino sur bien d'autres choses, on l'imagine.
Peut-être une autre question dans la salle. Bonjour. Oui, quand on parle d'accessibilité universelle, souvent les gens ont l'impression de faire de la charité ou que ce sont des mesures anti-économiques, socialistes quasiment, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Comment démontrer surtout les avantages économiques indirects de l'accessibilité universelle, que ce soit la sécurité des voies de circulation, que ce soit la santé des citoyens ou l'attractivité même des lieux, des commerces, des lieux de vie, dans une société qui a besoin de voir l'argent pour justifier ses actions à la fin de la journée. Mm-hmm. En termes d'accessibilité universelle, souvent, le coût qui est associé au fait d'avoir des personnes qui ne peuvent pas avoir une participation complète, ne pas utiliser certaines infrastructures, c'est une externalité, c'est jamais considéré. De façon simple, nous, à Société Logique, ce qu'on dit beaucoup, c'est réaliser un espace de façon à ce qu'une personne avec beaucoup de limitations fonctionnelles puisse y accéder. C'est assurer un accès à cet espace-là à tout le monde. Donc, dans le fond, les besoins des personnes en situation de handicap peuvent être des révélateurs des besoins de l'ensemble de la population. Si je rends mon commerce accessible aux personnes en fauteuil roulant, je le rends aussi accessible aux mères avec une poussette. On en disait tantôt, aux parents avec des poussettes. Je le rends aussi accessible à mes livreurs, à mes employés aussi, ce qui fait qu'en termes de sécurité de l'espace de travail, c'est plus élevé aussi. Donc, nous, on se dit on essaie de le faire, comme je disais tantôt. C'est pas qu'on fait un aménagement pour une infime minorité de la population, on le fait vraiment pour tout le monde, en fait. Et notre tout le monde est plus inclusif que le tout le monde d'une personne lambda sans limitation fonctionnelle qu'on a considéré comme normale pendant très longtemps. C'est ça. Mais est-ce que la réglementation ne permettrait pas que ça soit plus considéré comme étant, monsieur mentionnait la charité, puis que ce soit juste par défaut? Et peut-être ce qui rend la chose difficile, c'est aussi que c'est plus facile de calculer les coûts que les retombées des mesures pour une accessibilité universelle. Ouais. Donc, quelles sont ces retombées? Puis en plus, ces retombées, est-ce qu'on peut vraiment les calculer, les comptabiliser quand on parle d'une retombée qui est la dignité humaine pour toute personne qui se trouve dans une situation de handicap, peu importe pour quelle raison. Donc, c'est vraiment un défi. Et ça s'applique à tellement d'autres registres avec les mesures peut-être de durabilité de notre cadre bâti. C'est un peu la même chose. On calcule beaucoup les coûts, puis on a beaucoup plus de difficultés à calculer les externalités. J'aimerais quand même nuancer, par contre, parce que je ne pense pas que ça soit suffisant de penser à l'accessibilité universelle. Puis je m'explique, en fait, ce n'est pas que je sois contre l'accessibilité universelle, ça serait quand même tard là, pour le dire, mais c'est que je m'inspire beaucoup des ergonomes. Il y a en ergonomie, en Europe surtout, tout un courant de pensée qui définit en fait, le but ou l'aspiration qu'on pourrait avoir, à laquelle j'adhère, en 3 niveaux. Le premier, c'est l'importance de créer des environnements salutaires, des environnements qui ne vont pas produire des pathologies, qui ne vont pas nous nuire, qui sont salutaires. Ça, c'est la base. Donc déjà, qu'un environnement ne nous tue pas. Ensuite, il y a les environnements qui sont en mesure de compenser les différences interindividuelles. Là, on rentre dans les registres de l'accessibilité universelle. C'est un autre niveau. Il ne nous tue pas. On peut tous y bénéficier. Mais un troisième, qui est, pour les ergonomes, la caractéristique développementale des environnements, c'est-à-dire des environnements non seulement qui ne nous tuent pas ou qui compensent nos différences interindividuelles, mais qu'en plus, qui permettent aux personnes de les transformer, de les adapter, d'apprendre des stratégies pour mieux s'adapter à ces environnements en fonction des projets qu'ils peuvent avoir, sachant que de toute manière, malgré la meilleure des intentions, les concepteurs, les designers, les équipes dans les municipalités vont avoir des limites, ne serait-ce que de compréhension des enjeux dans un contexte où notre société est constamment en train d'évoluer. Donc, pour moi, ça serait encore une coche au-dessus de l'accessibilité universelle, la capacité des espaces à être une invitation ouverte à toutes et à tous pour qu'on invente, qu'on s'invente, qu'on développe des capacités d'action, des activités, des capacités d'usage qu'aujourd'hui, on ne peut même pas imaginer parce qu'il n'y a peut-être même pas des mots
pour nommer ce qu'on peut faire dans ces espaces-là. Alors que l'idée d'accessibilité universelle, elle nous limite peut-être un petit peu par rapport à un référentiel qu'on identifie, qu'on met comme cible. Donc, les trois composantes sont indispensables. Et voilà, donc, petite mise en garde seulement sur la nécessité d'aller au-delà aussi. Merci. Une autre question en ligne, cette fois. En termes d'accessibilité socio-économique au transport, quelles mesures faut-il mettre en place pour avoir une équité pour toutes les tranches de la population? Oui, Sandrine? On n'a pas beaucoup parlé de la tranche de population des femmes depuis le début du webinaire. Puis, il y a quand même une analyse ADS+, qui a été faite à Montréal sur les transports, puis qui a démontré que les femmes sont beaucoup plus dépendantes de la marche et des transports collectifs que les hommes. D'où l'importance de s'assurer que tous les modes de déplacement soient accessibles pour permettre à toutes les tranches de population de se déplacer. Je pense que d'aménager les milieux de vie pour qu'on puisse se déplacer à pied puis qu'on ait accès au transport collectif de façon efficace, ça pourrait déjà permettre à une bonne partie de la population qui sont dépendantes de ces modes-là, de pouvoir se déplacer plus efficacement puis de rendre leur vie plus agréable aussi. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose à cette question? C'est complet. On a peut-être le temps pour une dernière question dans la salle. Personne ne m'a fait de bras pour... Oui. J'ai besoin de... Est-ce qu'il y a une étude de benchmark concurrentiel avec d'autres villes dans le monde, de Montréal, sachant que Montréal, c'est une ville où il y a tellement de chantiers de construction. L'avenir à Montréal, c'est catastrophique. Si on va dans le sens... il y aura des installations pour les bornes de recharge pour les véhicules. Donc, la Commission des services électriques elle est en train d'effectuer beaucoup de travaux. Hydro-Québec aussi. Mais est-ce qu'il y a des solutions par la suite? Parce que les travaux vont créer beaucoup de problèmes par la suite à Montréal. Merci. Je ne sais pas s'il y a des comparaisons faites entre Montréal et d'autres villes. Ce que je sais qu'il y a quand même depuis une quinzaine d'années tout un mouvement pour mieux gérer les chantiers. Pour toutes sortes de raisons, y compris pour leur acceptabilité sociale. Mais parmi les mesures qui ont été développées, donc il y a tout ce qui concerne la communication du chantier avec les riverains, tout ce qui concerne aussi la célébration du chantier qui est une réalité dans toutes nos villes. Puis il est omniprésent, il y en a partout, il va toujours en avoir. Donc, de quelle façon on peut le traiter, non pas comme une anomalie, mais plutôt comme une normalité, en fait, de nos milieux de vie. Donc, toutes ces pratiques un peu à travers le monde, de ce que je me souviens d'avoir vu, il y avait quand même des groupes dans différents pays qui apportaient des manières de gérer, d'organiser les chantiers-là pour surtout mitiger les effets négatifs sur les personnes qui seraient plus en situation de handicap ou pour les piétons et les cyclistes en général ou pour les personnes qui pourraient avoir plus de difficultés à les contourner, par exemple. Donc, je ne réponds pas vraiment à votre question, là, mais voilà, je lance une autre piste de curiosité. Célébrer les chantiers. Voilà, les célébrer. Est-ce que l'un de vous trois voulait rebondir sur cette question des chantiers? Les chantiers, oui, non, effectivement. Puis on s'est beaucoup posé la question à Montréal en faisant des benchmarks sur d'autres mobiliers qui se faisaient ailleurs, notamment pour les questions d'accessibilité universelle, parce que moindrement qu'on a une déficience motrice ou visuelle ou même intellectuelle dans un chantier, on s'entend qu'on ne peut juste pas se déplacer. On s'entend que les conditions de mobilité baissent pour tout le monde, mais c'est encore plus vrai pour des personnes en situation de handicap. Donc, c'est un travail qui a été fait, en fait, pour se comparer à différentes villes, puis voir des mobiliers, des façons de disposer de mobilier, d'avoir du meilleur mobilier de chantier, qui rend le chantier plus, j'allais dire digeste, mais plus... lisible. Sexy. On peut dire ça, plus sexy, plus intéressant, parce qu'effectivement, tu sais, je pense pour toute personne qui a conçu des projets d'aménagement du domaine public dont je fais partie, j'ai fait ça dans ma vie. Moi, c'était comme une bonne nouvelle, un chantier, c'est comme, on améliore les choses. Mais c'est clair que c'est pas toujours vu comme ça, surtout pour la durée du chantier. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il faudrait pousser plus loin ces questions-là. Mais le chantier reste une grosse réalité. C'est comme un incontournable. On a besoin de refaire nos infras. Mais comment on fait pour réduire, en fait, les nuisances qui sont associées au chantier? Ouais. C'est un gros chantier en soi. Oui.
La boucle est bouclée. Ouais, voilà. Mais peut-être encore une fois, comme vous disiez tout à l'heure, par la réglementation, on peut venir encadrer. Oui, c'est ça. Excellent. Bien, un grand merci à vous quatre pour votre présence aujourd'hui puis pour les échanges vraiment très riches. Vous avez des points de vue très complémentaires et je pense que tout le monde a appris beaucoup. Merci beaucoup à l'Agence de mobilité durable qui a organisé cet événement, ce panel. Merci à vous toutes et tous dans la salle de vous être déplacés aujourd'hui. Merci à ceux qui étaient en ligne aussi avec nous. Avis à tous nos habitués ou à ceux qui en étaient peut-être à leur premier panel aujourd'hui. Des panels comme ça, il y en a plusieurs dans l'année qui sont organisés par l'Agence. Il y en aura d'autres à venir en 2023. Donc, restez à l'affût des communications de l'Agence pour les prochaines thématiques qui seront abordées dans le cadre des prochains panels. Je vous rappelle le mot-clic si vous voulez ne rien manquer là, des nouvelles et des événements de l'Agence. Donc, c'est RDV, Agence Mobilité MTL, Mobilité sans accent. Et au plaisir donc de vous retrouver tous et toutes. Puis, je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Merci.